Eh bien, bonjour, Denis Lapalu, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Les Vendredis de l'épargne. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous l'assurance vie. L'assurance vie, tout le monde en a entendu parler, et pourtant tout le monde ne connaît pas son fonctionnement précisément. Alors aujourd'hui, je ne vais pas aborder les entrailles de l'assurance vie avec ses points les plus complexes, mais on va commencer par le début, ça me semblait assez logique, c'est-à-dire les bases de l'assurance vie. Alors évidemment, tout le monde a entendu parler, l'assurance vie, le placement préféré des Français, ça vous le retrouvez sur tous les titres des médias financiers, c'est le fameux marronnier journalistique avec les nouveaux records d'encours en assurance vie. À fin juillet 2025, on dépassait les 2050 milliards d'euros d'encours en assurance vie, avec plus de 30 millions de contrats en cours, donc en vie, entre guillemets, et près de 55 millions de Français assurés via l'assurance vie, ce qui est énorme. Alors pourquoi ce placement connaît un tel succès? Alors ce qu'il faut savoir, donc là si on rentre vraiment dans les bases de l'assurance vie, l'assurance vie est proposée par des assureurs. Alors ça paraît un peu bizarre, puisque ce n'est pas une banque, en fait c'est un assureur qui propose ce placement. Il s'agit maintenant d'un placement. Mais à l'origine, l'assurance vie, c'était bel et bien une assurance sur la vie. Et au fil des années, en fait, il y a eu une mutation et cette assurance s'est transformée en un réel placement financier. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous entendrez toujours parler de primes d'assurance, de primes versées sur votre contrat d'assurance vie. Ce qui peut vous paraître, vous choquer, exactement, puisque c'est comme une prime d'assurance auto, par exemple. Vous versez une prime d'assurance auto chaque année pour votre voiture. Vous savez que la prime, elle est perdue, entre guillemets, puisqu'elle va dans la poche de l'assureur. Et que vous ayez un accident ou pas, en fait, vous ne reverrez jamais votre prime. La différence avec l'assurance vie, c'est que effectivement, si la prime que vous versez va bien dans la poche de l'assureur, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, mais elle va bien dans la poche de l'assureur, l'argent que vous versez sur votre assurance vie, juridiquement, ne vous appartient plus, d'accord? Mais vous avez en retour un droit de créance sur cette somme versée. Vous allez pouvoir la récupérer via un rachat de contrat d'assurance vie ou via votre décès, si vous avez souscrit un contrat d'assurance vie, il y aura un versement du capital qui a été atteint via le placement à vos bénéficiaires. Tout ça sont des termes que vous avez sans doute déjà rencontrés et que, évidemment, je préciserai dans toutes les lumières des méandres de l'assurance vie. Je vais essayer de rester quand même assez basique, de ne pas perdre trop de monde sur cette écoute. Donc l'assurance vie reprend les termes de l'assurance, est fournie par un assureur et donc on verse des primes. Quand on verse de l'argent sur son contrat d'assurance vie, on verse une prime. Et effectivement, juridiquement, elle ne nous appartient pas, mais on peut la récupérer. Donc, l'assurance vie, placement préféré des Français, je vous l'ai dit, plus de 2000 milliards d'encours. C'est énorme. Ça progresse, vous avez le graphe et ceux qui ne peuvent pas visualiser la vidéo, en fait, vous voyez que ça progresse gentiment, mais au fil des années. Ça peut varier quand même assez fortement puisque sur une assurance vie, vous savez, vous avez deux types de placements. D'un côté, un placement à capital garanti, qui est le fonds en euros, et puis d'un autre côté, des placements à risque de perte en capital, que l'on appelle des unités de compte. L'assureur fait son travail d'assureur uniquement sur le fonds en euros, puisqu'il garantit le capital placé, c'est-à-dire que l'épargnant ne peut pas perdre d'argent sur un fonds en euros. En revanche, l'assureur ne fait pas tout son travail d'assureur, on va dire. Ils ne vont pas aimer, mais bon, on peut le voir comme ça, sur les unités de compte, puisque dès lors que vous investissez sur des unités de compte, le capital n'est pas garanti par l'assureur. Donc vous pouvez perdre potentiellement de l'argent en investissant sur des unités de compte. Même si ces unités de compte sont très peu risquées. Ça n'a rien à voir. Par exemple, des CPI, on a bien vu.
Il y a des CPI qui sont éligibles. Les CPI sont des supports immobiliers qui sont à risque de perte en capital. Et donc, même si vous avez investi sur des SCPI sur un contrat d'assurance vie, vous pouvez donc potentiellement perdre du capital. Et l'assureur ne pourra rien pour vous, puisqu'il n'assure pas le capital des unités de compte. Donc, seuls les fonds en euros sont garantis en capital par l'assureur. Et les sommes garanties exactement sont celles qui sont nettes des frais sur versement et frais de gestion des fonds en euros. Bon, on va aller plus profondément dans le détail. Voilà. Donc, comme je vous l'ai indiqué, assurance vie, vous devez avoir le réflexe. Vous avez, dans la majorité des contrats, le choix entre un ou plusieurs fonds en euros et des unités de compte. Il existe des contrats qui ne proposent qu'un seul fonds en euros. Il existe des contrats qui ne proposent que des unités de compte. Et la majorité des contrats proposent un ou plusieurs fonds en euros et une à plusieurs centaines d'unités de compte. Il faut savoir que globalement sur le marché, les épargnants préfèrent les fonds en euros, puisqu'il y a une garantie du capital placé, et l'encours est à peu près 70% en fonds en euros. C'est en train de descendre fortement, puisque les assureurs poussent évidemment les épargnants à investir sur des unités de compte, puisque le rendement potentiel, comme on prend des risques, est plus élevé que sur les fonds en euros. Mais surtout, les assureurs gagnent beaucoup plus d'argent avec les unités de compte, puisqu'ils ne font pas leur boulot, puisqu'ils ne garantissent pas le capital et prennent que des commissions sur les placements effectués. Alors que sur le fonds en euros, ils ont du travail à faire, puisqu'il faut qu'ils garantissent du capital et servent un rendement, même si ce rendement n'est pas garanti. Il faut servir à un rendement, parce que sinon, les épargnants vont se détourner des fonds en euros, tout simplement. Alors, au niveau des rendements, qu'espérer comme sur un fonds en euros? Alors, concrètement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail puisque ce sera l'objet d'une vidéo spécifique au fonds en euros, mais un fonds en euros, c'est un portefeuille d'obligations, donc de prêts d'argent aux entreprises ou d'achat de la dette de la France, par exemple. Et donc, le gestionnaire du fonds en euros investit l'argent que lui confient les épargnants sur des obligations qui sont conservées jusqu'à leur échéance. Donc, la variation des taux d'intérêt importe peu. En fait, ce qui compte, c'est au moment où on souscrit, on achète l'obligation, on investit sur l'obligation. C'est ce moment-là, ce momentum-là qui compte, et non pas le fait qu'une fois qu'on a investi, savoir si les taux montent ou baissent, on s'en fiche un peu. Quel rendement espéré? Les plus mauvais fonds en euros vont faire du 1,5%. Là, en ce moment, donc pour cette année 2025, ce sera les plus mauvais du marché, donc ceux à éviter. Et puis les meilleurs vont sans doute encore avoisiner les 4%. Si on se limite aux 5 meilleurs fonds en euros du marché, ils vont encore dépasser entre 3 et 3,6% en 2025, ce qu'ils devraient faire, j'imagine. Je ne parle pas là des bonus de fonds en euros, d'accord, donc qui sont des opérations marketing que proposent les assureurs pour essayer de doper les versements des épargnants sur les unités de compte. En fait, il y a une petite carotte. Les bonus de fonds en euros sont des opérations commerciales où on propose aux épargnants d'avoir un petit bonus, par exemple plus 1%, plus 1,5% sur le fonds en euros, plus 2%, si vous versez 30%, 40%, 50% de votre nouveau versement sur des unités de compte. Donc là encore, on voit tout bonnement que les assureurs essayent de pousser vers les unités de compte en agitant une petite carotte. Voilà. Bon. Si les épargnants voulaient déjà investir sur les unités de compte, il faut en profiter, il n'y a pas de mal à ça. Alors quel rendement pour les unités de compte? Potentiel, parce que là, je vous le rappelle, il y a perte en capital qui est possible, donc ça peut faire 0%. Ça peut être un rendement négatif, tout à fait, comme un positif. Donc là, on peut... après, le rendement moyen, c'est de l'ordre de 5%, donc ce qui est assez peu comment dire. Le rendement moyen du marché de l'ensemble des unités de compte, c'est environ 5%, donc ce qui est assez faible pour des placements à risque de perte en capital. Mais certaines unités de compte peuvent franchir 10%, 15%, il n'y a pas de souci.
Dans les unités de compte, il y a les ETF, hein, qui sont des supports qui sont très à la mode en ce moment. Peut-être que ça peut changer, hein, c'est la mode se démode, mais pour l'instant, les ETF tirent leur épingle du jeu puisque les frais en fait sont moindres sur ces supports. Voilà. Donc retenir, l'essentiel du marché, c'est quand même, on va dire, de 60 à 70% sur le fonds en euros, et donc le reste en unité de compte. Donc charge en fait à l'épargnant, et donc à son conseiller financier, la personne qui va lui faire souscrire son contrat, de vérifier que c'est bien en adéquation avec son profil d'investisseur. Un épargnant qui est averse au risque, qui ne veut pas prendre du risque du tout, bah forcément, il faut aller 100% en fonds en euros. Il ne faut pas céder aux sirènes en disant oui, mais je vais prendre que 60% en fonds en euros puis 40% en unité de compte parce que c'est l'horizon et le long terme ou des choses comme ça. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. Si vous êtes 40% investi sur des unités de compte qui font moins 10 chaque année, c'est pas parce que si vous êtes sur 8 ans que ça va arranger les choses. Voilà. Mais je vais pas rentrer là encore, allocation en assurance vie, c'est une autre vidéo. On va essayer de pas trop se disperser. Alors, au niveau des frais, parce que alors là c'est pareil, dans la presse, les frais en assurance vie, on en fait tout un pataquès. Alors, parfois à juste titre, parfois, bon, bah, c'est juste pour essayer de faire un petit peu de commerce. La plupart des assurances vie souscrites par les épargnants sont souscrites auprès des banques. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'assurance vie, c'est un produit qui est commercialisé par des assureurs et non pas des banques. En France, une banque ne peut pas être assureur. Les deux métiers sont séparés. Donc les banques, elles sont très malines. Et les groupes bancaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des filiales, tout simplement. Si vous allez à la société, si vous êtes client bancaire à la Société Générale, sa filiale assurance, c'est Oradea. Si vous êtes, par exemple, client Crédit Agricole, de la banque Crédit Agricole, l'assureur, ce sera Crédit Agricole Assurance, Predica ou Spirica si vous adhérez à un contrat en ligne, etc., etc. Donc en fait, chaque groupe bancaire, puisqu'il ne pouvait pas vendre ses propres assurances, a créé une filiale du même groupe qui, elle, est assureur, et voilà, allons-y, et qui fait des produits maison, et qui les distribue, qui les commercialise via son réseau bancaire, puisque c'est le moyen le plus efficace et le plus facile pour les banques pour commercialiser leur contrat d'assurance vie. Vous avez un client qui vient ouvrir un compte courant, et de toute façon, vous l'avez déjà sans doute vécu, votre banquier a déjà essayé sans doute de vous fourguer le contrat d'assurance vie maison, entre guillemets, de la banque, donc de la filiale bancaire, puisque c'est un réseau de proximité. C'est le meilleur moyen de vous vendre ça. La chose est que les contrats bancaires, les contrats d'assurance vie commercialisés et distribués par les banques sont les plus mauvais du marché. Et oui, pourquoi? Puisqu'ils sont les plus chargés en frais. Tout simplement parce que c'est tellement facile de les vendre, de les commercialiser à cette clientèle qui est plus ou moins captive, qu'ils peuvent se charger en frais très largement. Et c'est bien sur ça que les associations de consommateurs ont commencé à monter au créneau, puisque plus de 95% des contrats d'assurance vie souscrits sont des contrats d'assurance vie bancaire qui sont plus chargés en frais. Donc voilà. Alors, quelles sont les alternatives? Évidemment, c'est de s'adresser à un courtier ou à des mutuelles d'épargne. Les mutuelles d'épargne sont également leurs propres assureurs, entre guillemets, sont des mutuelles d'épargne, donc c'est un régime d'assurance un peu particulier, mais qui proposent leurs propres contrats et qui sont moins chargés en frais et qui ont des rendements, notamment sur les fonds en euros, qui sont plus élevés que les contrats distribués par les banques. Alors c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans toutes les méandres de la distribution des contrats d'assurance vie, puisque, avec les rétrocessions des frais, etc., mais juste parcourir la liste des différents frais
et puis indiquer ce qui paraît acceptable à aujourd'hui, en 2025, et ce qu'il faut fuir. Donc le premier des frais, du millefeuille de frais sur l'assurance vie, ce sont évidemment les frais sur versement. Donc là, il n'y a pas à trancher, à transiger, etc. Aujourd'hui, ça paraît complètement irrationnel de souscrire un contrat d'assurance vie ou de verser de l'argent sur un contrat d'assurance vie qui comporte encore des frais sur versement. Ça, c'est vraiment à fuir. Aujourd'hui, les frais sur versement, ça doit être à 0%. Que ce soit un contrat vendu par votre banque, par votre mutuelle, ou en ligne via un courtier, ou peu importe, le réseau de distribution, ou un CGP, il ne faut pas payer de frais sur versement. Vous allez pouvoir trouver très facilement des contrats d'assurance vie performants qui ne comportent aucun frais sur versement. Il suffit d'aller sur internet, vous regardez un peu, vous allez trouver. Dans ce podcast, je ne citais aucun contrat, aucune marque, etc. Puisque j'ai pas envie de partir sur de la promotion détournée de contrats d'assurance vie. Pour l'instant, j'essaye de résister à tout ça. Donc, je souhaite que cela reste indépendant. Mais bon, si vous allez sur le site france-transaction.com, vous trouverez forcément des contrats attractifs avec des frais réduits et des fonds en euros performants. Ensuite, les frais de gestion. Alors, les frais sur versement, on les paye qu'une seule fois lorsque vous versez de l'argent sur votre contrat. Okay. Après, vous avez des frais qui sont récurrents. Chaque année, ça s'appelle les frais de gestion. En fait, c'est l'assureur ou la mutuelle qui prend un pourcentage du montant de cours de votre contrat, que ce soit aussi bien sur les fonds en euros que sur les unités de compte, pour son travail effectué. Voilà, ce sont des frais annuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rendements qui sont publiés par les assureurs ou les mutuelles sur les fonds en euros sont toujours nets de frais de gestion, d'accord, de ces frais annuels. Donc, si vous regardez les rendements publiés des fonds en euros, si vous optez pour les meilleurs, enfin on va dire dans le top 10 des fonds en euros du marché, que les frais de gestion soient élevés ou pas, en fait, vous en fichez, puisque les rendements sont publiés nets des frais de gestion. En revanche, ils sont toujours bruts de la fiscalité ainsi que des prélèvements sociaux. Ça, vous le savez, les prélèvements sociaux, vous ne pouvez jamais les couper, donc les fameux 17,2%, vous les paierez tout le temps sur les rendements de tous vos placements. Donc, si j'en reviens à ça, les frais de gestion des fonds en euros, c'est pour cela que ce n'est pas super important, puisque nous, ce qu'on va regarder en tant qu'épargnant, c'est le rendement, c'est combien on va gagner. On s'en fiche en fait de savoir que dans la tuyauterie, il y a des frais de gestion importants ou pas, ou très faibles quelque part. Nous, ce qu'on regarde au final, c'est le rendement, c'est combien d'argent on va avoir dans notre poche. Par contre, les frais de gestion sur les unités de compte, elles sont plus importantes, pourquoi ? Parce que une même unité de compte, je vais pouvoir la retrouver dans plusieurs contrats. Alors qu'un fonds en euros, elle est liée directement à l'assureur, puisque c'est ce que je vous ai dit au début du podcast, l'assureur il va bosser sur le fonds en euros, d'accord ? Puisqu'il garantit le capital, et il va se démener pour que le rendement soit acceptable par l'épargnant et pourquoi pas le meilleur du marché. Les unités de compte, l'assureur il n'y est pour rien, lui il ne fait que prendre ses commissions, il ne garantit absolument pas de capital, et ces unités de compte sont proposées par des fonds des sociétés de gestion. Donc rien à voir avec l'assureur. Donc ce qui va se passer, c'est que pour une même unité de compte, je peux la retrouver auprès de plusieurs contrats assurés par des assureurs différents. Donc c'est pourquoi là, les frais de gestion sur l'unité de compte d'un contrat donné sont à comparer avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si pour le fonds en euros, il n'y a pas de comparaison réelle à faire, pour les frais de gestion en unité de compte, j'ai intérêt à opter pour un contrat d'assurance vie avec des frais de gestion en unité de compte assez réduits, au cas où
j'investis sur des unités de compte qui sont présents auprès de plusieurs assureurs. Et je vous confirme, les unités de compte sont toujours éligibles auprès de plusieurs assureurs. Donc vous avez toujours intérêt à comparer les frais de gestion des unités de compte. Alors les contrats d'assurance vie peuvent également, selon les unités de compte, ajouter des frais de gestion additionnels, des frais de gestion ou des frais de transaction. C'est notamment le cas avec les ETF. Vous savez, ces nouveaux fonds très à la mode. Ce sont des fonds cotés en bourse. Et donc, il y a des frais de transaction à l'achat, à la vente. Généralement, c'est 0,10%. Il y a certains contrats qui ne les facturent pas. Ils sont très, très peu nombreux sur le marché. Et il y a d'autres qui facturent un peu plus. Donc, si vous investissez sur ce type de support, ou sur des CPI, ou sur des actions, des titres vifs, vous avez intérêt également à comparer les frais avant de souscrire votre contrat. Par la suite, il y a les frais d'arbitrage. Donc là, un arbitrage en assurance vie, c'est quoi? C'est en fait quand vous changez de support. Vous avez investi pendant 2 ans sur une unité de compte X, et puis du coup, par exemple, vous n'en êtes pas satisfait, vous avez une perte latente. Vous dites, c'est le moment de changer de crèmerie. J'arbitre cette unité de compte contre une autre, où je vire, je réalise mes plus-values sur ces unités de compte et je verse sur mon fonds en euros du contrat. Donc là, potentiellement, l'assureur peut vous prendre des frais d'arbitrage pour cette opération. Là, ce qui est acceptable aujourd'hui, c'est des frais d'arbitrage à 0%, ou au moins 1 ou 2 arbitrages gratuits par année, si toutefois l'assureur vous facture des frais. Et si vous avez des frais d'arbitrage à 1% du montant à arbitrer, là, clairement, vous allez être collé avec vos unités de compte ou votre fonds en euros, vous n'allez rien faire de votre contrat, parce que dès que vous allez vouloir bouger, on va vous prendre 1% du montant qui va bouger. Donc, c'est prohibitif. Ensuite, vous avez sur votre contrat d'assurance vie la possibilité d'opter pour de la gestion pilotée. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez décider combien vous allez mettre en unité de compte ou quelles unités de compte vous allez choisir, mais vous allez laisser faire un professionnel qui va le faire pour vous, qui va le plus généralement vous fourguer en fait une allocation qui est la même pour tous les épargnants clients de ce contrat, mais qui ont le même profil de risque que vous. Vous êtes un investisseur qui accepte les risques, par exemple, vous avez un profil équilibré, donc généralement, profil équilibré, vous allez avoir une répartition 60% fonds en euros, 40% en unité de compte. Ces 40% en unité de compte, l'assureur ou la société de gestion en charge de votre gestion pilotée va faire le petit boulot d'arbitrage et d'allocation d'actifs. Et tout ceci est donc payant. Le plus souvent payant, parce que parfois maintenant c'est gratuit. C'est offert dans le contrat. Donc c'est 0% de frais, ce qui est très appréciable, et ce qui vous permet, vous, de ne pas avoir à vous inquiéter de ça, de savoir si les marchés financiers grimpent, baissent, etc. Vous en fichez. En fait, il y a quelqu'un qui surveille tout ça pour vous. Alors, il surveille, attention, il n'a pas les yeux collés dessus. C'est des allocations d'actifs qui sont les mêmes pour tout le monde, et, avec des revues trimestrielles. Donc parfois, quand le marché part en vrille, vous allez avoir des rendements négatifs comme tous les petits copains qui ont choisi le même profil de gestion. Et puis vous allez avoir aussi dans le millefeuille des frais en assurance vie, des frais sur rente viagère. Donc là, je reviendrai plus tard. Savoir que vous pouvez sortir en contrat de votre vivant, un contrat d'assurance vie, via un rachat. C'est-à-dire que vous dites à votre assureur, rendez-moi mon argent. Ça peut être un rachat partiel, donc une partie de mon argent, ou total. Vous dites, rendez-moi totalement mon argent. je termine ce contrat. Ou, plus malheureusement, vous décédez, et donc ce sera votre ou vos bénéficiaires auxquels vont être versés les capitales. Mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas concerné, donc vous en fichez. Mais sinon, vous pouvez sortir de votre contrat aussi en rente viagère, c'est-à-dire que
Vous dites, moi par exemple je suis à la retraite, je vous laisse mon capital, donc il y a aliénation du capital, vous le donnez à l'assureur, et en échange, l'assureur vous verse une rente à vie, jusqu'à votre mort, et qui peut être une rente réversible, c'est-à-dire si vous êtes par exemple marié, à votre conjoint, lors de votre décès, il y aura un reversement possible à effectuer. Et donc il y a des frais sur cette gestion des rentes versées. Donc généralement ils sont de 3% pour les plus chers, mais ça peut être moins cher également. Voilà. Bon, j'ai été trop long, je le sais. Je me suis éparpillé encore dans ce podcast, mais moi c'est un peu, ce sera ma marque de fabrique, j'en suis bien désolé. Juste, donc les points à retenir. Bon, pour faire les bases de l'assurance vie, des frais à versement à 0%, c'est obligatoire. N'allez pas souscrire à un contrat d'assurance vie ou remettre de l'argent sur un contrat d'assurance vie qui propose des frais sur versement. Idée reçue de l'assurance vie, j'y reviendrai. L'argent sur un contrat d'assurance vie n'est jamais bloqué. L'histoire des 8 ans, c'est purement fiscal. La fiscalité portant sur un contrat d'assurance vie, c'est la même que sur un livret d'épargne. Ça a changé depuis 2017. Donc si vous rachetez totalement votre contrat d'assurance vie après seulement 3 ans, vous aurez exactement le même niveau d'imposition à subir que sur un livret d'épargne fiscalisé, donc, ou un compte à terme. Donc il n'y a pas de peur à avoir. Voilà, c'est juste qu'au bout des 8 ans, vous avez un abattement fiscal sur les produits de votre contrat d'assurance vie. Donc, frais sur versement zéro. On scrute le rendement du fonds en euros puisque vous allez probablement faire comme l'ensemble des épargnants, avoir une majorité d'argent placé sur des fonds en euros puisque c'est sans risque et c'est le boulot de l'assureur de vous garantir le capital puisque si vous voulez prendre absolument des risques, que des risques, vous pouvez vous poser la question de savoir à quoi ça sert de souscrire à un contrat d'assurance vie, parce que si vous êtes exposé à 100% au risque, ça ne sert à rien de passer par un assureur qui ne va pas vous garantir votre capital. Vous pouvez aller vers du PEA ou aller vers du compte titre, ça vous coûtera moins cher, et de toute façon ce sera pareil, personne ne vous garantira le capital. Vous pouvez scruter les frais de gestion en unité de compte si vous pensez souscrire ou investir sur des unités de compte concurrentielles, donc qui seront référencées auprès de plusieurs assureurs ou mutuelles. Et puis, évidemment, à retenir, c'est que vous pouvez souscrire plusieurs contrats d'assurance vie. C'est une aubaine, et donc n'hésitez pas à le faire, puisque, par exemple, vous pouvez très bien souscrire un contrat en euros, donc un monosupport en euros, puisqu'il a un très bon fonds en euros, et puis souscrire un contrat d'assurance vie où vous ne mettez que des unités de compte, parce que les frais de gestion d'unités de compte sont très faibles, il est très performant, il a, je sais pas moi, il vous propose des produits structurés, des supports immobiliers, des ETF, plus que de raison, et donc il est très attractif pour ça, et bien vous ne mettez que des unités de compte là-dessus. Et puis, voilà, une fois que vous voulez faire réaliser vos plus-values, ça s'appelle d'ailleurs des produits en assurance vie, on ne parle pas de plus-value mais de produits, n'oubliez pas que c'est un contrat d'assurance. Vous pouvez effectuer un rachat partiel et puis verser cet argent directement sur votre contrat dédié à votre fonds en euros par exemple. Puis c'est important, ça paraît rien comme ça paraît un peu compliqué, ouais, ça me fait gérer plusieurs contrats et tout. Mais regardez, enfin écoutez le podcast sur les rachats, vous comprendrez pourquoi les rachats en assurance vie, vous comprendrez pourquoi c'est pas neutre d'avoir plusieurs contrats et de savoir exactement où on est, puisque le processus de rachat partiel en assurance vie est pour le moins complexe et pas dénué de pièges. Tous azimuts. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.